Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama et sur YouTube, c'est Anne-Sophie Alsif, la chef économiste de BDO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Merci Boursorama. beaucoup. Alors, j'essaie de voir le verre d'eau à moitié plein, de trouver les bonnes nouvelles quand il y en a. On a eu les chiffres du climat des affaires dans l'industrie qui s'améliorent pour le 4e mois d'affilée. C'est ce que nous dit l'INSEE, au plus haut depuis juillet 2022. On se dit quoi? On se dit qu'on prend, c'est bien, ou on se dit que, je lisais encore un article hier sur la désindustrialisation de la France, on a perdu 20 000 emplois dans l'industrie l'an dernier, alors qu'on en fabriquait 15 000 par an depuis 2017. 18 000. 18 000, Oui, voilà. alors en effet, c'est Donc vrai qu'on a vraiment eu un mouvement de réindustrialisation. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on a vraiment un stop avec, en effet, plus de fermeture d'usines que d'ouverture. Après, il faut, à mon sens, continuer ce mouvement, parce que c'est ça la spécificité de l'industrie, c'est que c'est très facile de se désindustrialiser. Par contre, ça met 20 à 30 ans pour se réindustrialiser. C'est pour ça que c'est très compliqué. Mais le poids de l'industrie dans le PIB français, 9,4%. bien sûr, mais est-ce qu'il a augmenté en... Alors non, on n'est pas encore... On a beau avoir fabriqué 18 000 emplois par an dans l'industrie. Exactement, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de facteurs. On a participé à un rapport à France Stratégie justement qui essayait de voir qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir un poids de l'industrie à 12, 13, 15% du PIB. Voilà. Donc on a les hypothèses macroéconomiques, etc. Voilà, on était ambitieux et en effet, une des conditions par exemple, c'est le prix et le coût de l'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Alors, comment c'est possible alors qu'on a le nucléaire en France? Voilà, donc justement, j'allais y venir. On a quand même ces avantages comparatifs d'une énergie décarbonée qu'il faut coupler d'ailleurs avec l'énergie renouvelable. Et là, on pourrait avoir un mix efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le coût n'est pas encore compétitif. Donc, de fait, si on continue d'investir, il sera dans quelques années, mais pas aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que je connais mal le sujet. Peut-être comme d'autres personnes qui regardent, comment on peut dire qu'on a, grâce au nucléaire, un coût de l'énergie qui est quand même très bas, l'un des plus bas d'Europe, et au final, pour les entreprises, un coût qui est élevé en termes d'énergie. Alors parce qu'on fait partie d'un marché européen de l'énergie déjà, donc voilà, c'est pas nous seuls qui disons et qui fixons ces prix. Et puis l'autre élément aussi, c'est que comme ça ne vous a pas échappé, on a pris la décision de tuer le nucléaire il y a quelques années, qui était à mon sens une décision gravissime. Et donc vous ne redevenez pas, alors ça avait commencé avant, mais en effet après Fukushima, etc. Et donc vous ne redevenez pas le leader du nucléaire comme ça en 5-6 ans, pas du tout. Donc ça nécessite des investissements qui sont absolument colossaux. Et donc le prix de l'énergie aussi finance ces investissements à venir. Bon, sur ce climat des affaires, parce qu'au départ, ça, on part d'une bonne nouvelle. C'est vrai, restons sur cette bonne nouvelle. Ouais, c'est une lueur d'espoir ou on se dit que c'est... C'est pas une lueur d'espoir parce que depuis le début, en fait, on n'est pas dans une crise économique. On était dans une crise politique depuis la dissolution, mais pas dans une crise économique. Alors vous allez me dire pourquoi quand vous regardez le niveau de déficit. Depuis le Covid, on a injecté 200 milliards d'euros dans l'économie française. 2 tiers, l'État. Oui. 2 tiers ont été aux ménages, 1 tiers aux entreprises. Donc vous allez me dire, c'est pour ça qu'on a autant de déficit. Et ce qui s'est passé, c'est que surtout depuis la dissolution, les entreprises ont très peu investi, pas de visibilité, et les ménages ont malheureusement épargné. Et donc tous les gains qu'on devait avoir de ce stimuli, on va dire, budgétaire sur la croissance, on ne l'a pas eu. Mais en fait, les sous-jacents sont là, puisqu'on a toujours cet argent sur le compte des ménages avec quasiment 20% de taux d'épargne, et on a toujours... Donc c'est rassurant pour l'économie française, cette statistique. Il n'y a pas de crise économique. On était dans une crise politique, et c'est la crise politique qui a créé de l'attentisme et des difficultés économiques. Mais il n'y a pas à la base une crise économique, d'où ces bonnes nouvelles que vous voyez là. Donc l'année ne démarre pas si mal pour l'économie française. Exactement, vous regardez les prévisions, on l'a rehaussé, on est à 0,9, le FMI a même rehaussé à 1%, bon, on n'est pas à 2% américain, mais quand même, on n'est pas du tout dans une période... Les Américains sont à plus, 2%. Et là, ils ont fait 4%. Mais s'ils n'avaient pas fait la... C'est le premier trimestre qu'ils a plombé. Tout à fait, mais s'ils n'avaient pas fait la guerre commerciale, on a calculé, ils seraient à plus de 3,5%. Donc à cause de la guerre commerciale, ils ont perdu à peu près la moitié de leur PIB. Et il leur reste beaucoup de PIB. Pourquoi? C'est l'investissement en intelligence artificielle, qu'on n'a pas en Europe, ça ne vous a pas échappé malheureusement. Ah ouais, ça ne m'a pas échappé. Vous avez échappé. Non, si, bon, juste un mot sur la croissance américaine. Pour moi, ils ont fait 0 premier trimestre 2025. Ils ont fait 3,5-4 au T2, au 3e trimestre, pareil, et on parle de 5% au 4e trimestre. Oui, alors il y a toujours... une puissance quand même. Oui, c'est parce qu'il y a cet investissement en IA, je vous dis, c'est plus 3/4 des... Donc, après, c'est bien, mais voilà, dans la contribution à la croissance, tant mieux pour eux, c'est ça. Croissance sans emploi d'ailleurs. Oui, et croissance aussi en emploi, donc c'est vrai que... Là encore, M. Donald Trump a eu de la chance, c'est-à-dire qu'il aurait dû vraiment avoir une croissance beaucoup plus basse. On vous souvenez, on en parlait ensemble, quand il a annoncé sa guerre commerciale, on parlait même Bloomberg parlait d'un risque de récession aux États-Unis, ce qui était impossible. Quand vous calculez les acquis de croissance, il y avait beaucoup trop de croissance pour être en récession en 2025. Les partenaires commerciaux américains n'ont pas répliqué. Non, et puis l'autre élément, c'était les stocks. Vous savez, quand vous faites de la prévision, c'est ça qui est bien, vous regardez tous les sous-jacents. Et ce qui s'est passé avec les stocks aux États-Unis, c'est que vous avez une explosion des importations en novembre-décembre 2024, puisqu'au moins, il était transparent. Devancer
Exactement. Et donc, tout 2025, on avait des stocks. Bon, retour sur la France. Donc, c'est-à-dire que les 1% de croissance pour cette année sont quasiment acquis. D'ailleurs, l'INSEE nous a dit en décembre que ce 1% serait déjà atteint à mi-2026. Exactement. Alors pourquoi? Parce que ces sous-jacents sont bons, je vous ai dit. Entreprises qui vont réinvestir. Cette année, on a une contribution de l'investissement qui redevient positive à la croissance, alors qu'elle était négative pendant 2 ans, et une consommation des ménages qui repart, parce qu'on a dit un taux d'épargne énorme. Donc ces deux sous-jacents, mollement, pas au niveau de ce que l'on a en termes de taux d'épargne, mais qui repart quand même. Donc ces deux éléments combinés, et ben, ça fait qu'on atteint les 1%. Bon, et maintenant qu'on est en train de se doter en France, enfin, d'un budget, est-ce que ça redonne ou pas des perspectives ou, oui, complètement. On se dit qu'il n'y a pas de raison que les ménages empruntent plus parce que globalement, la fiscalité ne bouge pas pour eux. Et dans les enquêtes, d'ailleurs, souvent, ils disent qu'ils ont envie de continuer d'épargner. C'est très, très, très important parce que c'est un effet psychologique. Alors, bien sûr, on le voit pour les entreprises, Privrénov, etc. Là, c'est des impacts énormes. Mais même pour les ménages, comme on n'avait pas de budget depuis vraiment tous ces mois, on se dit, bon, voilà, ça se trouve, je vais être taxé demain. En tout cas, je ne sais pas. Donc, au cas où, je ne vais pas avoir beaucoup de désépargnés. Là, si on a un budget, moi, vous avez un cap et vous avez de la visibilité. Donc, même psychologiquement, pour les ménages, ça a tout de suite un impact sur la consommation et sur l'investissement. Donc, c'est indispensable vraiment d'avoir un budget. Encore une fois, sauf pour les grandes entreprises qui vont se taper 7 milliards d'euros de... Oui, mais elles le savent, alors qu'avant, elles ne savaient pas à quelle sauce allait être mangée. Donc, dès que vous pouvez prévoir et prédire, on est tout à fait d'accord, mais elles le savent. C'est assez intéressant quand vous regardez Choose France, ils ne disent pas, voilà, le problème en France, c'est le niveau de la fiscalité, c'est le changement du niveau de la fiscalité. Donc, c'est ça qui est indispensable. Très bien, elles vont être très taxées, mais au moins, elles le savent et donc, elles vont pouvoir anticiper. Anne-Sophie Alsif, maintenant qu'on devrait, c'est quasiment fait, avoir un budget, on assiste à un reflux de l'écart entre le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans, le taux souverain 10 ans, comparé à celui en Allemagne. On est aujourd'hui à autour de 60 points de base. Il faut se rappeler qu'avant la dissolution, on était à 50 points de base. On est monté jusqu'à 80 points de base au pire du pire. C'est quand même un soulagement que la pression s'allège, en tout cas, sur la France. Oui, encore une fois, deuxième, on cherche les nouvelles positives. Oui, mais là, c'est une nouvelle positive, donc il veut le dire, puisque, en effet, le grand drame de cette crise budgétaire, ça a été l'augmentation du taux d'intérêt, surtout du taux 10 ans. On a les prévisions de la Cour des comptes, on parle d'une chasse de la dette qui pourrait aller jusqu'à 100 milliards d'euros à 2029. Donc, c'est colossal. Et ça, on ne peut pas dire on le vote ou pas. On est obligé de le donner à nos créanciers. Donc, c'est vraiment ça qui est catastrophique. Et comme on sait les dépenses sociales que l'on a, eh bien forcément, on paie ça, on paie les dépenses sociales, après il ne reste plus rien pour l'investissement productif. Et donc c'est comme ça qu'on continue de dégringoler, de se paupériser par rapport à nos partenaires européens ou par rapport aux États-Unis. Donc ça, c'est une nouvelle excellente. Ça veut dire qu'on retrouve de la visibilité, de la confiance envers la France. Alors après, il y a aussi le problème de l'Allemagne, 2 années de récession, très faible croissance, crise énorme de l'industrie allemande. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une Allemagne qui est excessivement forte en ce moment, mais qui a annoncé un très bon plan d'investissement. Donc là aussi, avec cet argent qu'on peut gagner peut-être sur la charge de la dette. Sans être un peu plus cher. Exactement, eux-mêmes, malgré leur... après, ils s'en étaient vraiment pas chers avant, donc même si c'est un petit peu plus, ça a très peu de conséquences. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait que cette bonne nouvelle se traduise en investissement productif et pas encore en dépenses de consommation courante. C'est là où le bémol, malheureusement, je crois, reste important. Vous le disiez, la charge d'intérêt file vers les 100 milliards d'euros par an d'ici à la fin du... Oui, c'est 2029, c'est ça? Oui. Rien que sur cette année, c'est 60 milliards et c'est 7 milliards de plus. 7 milliards. On ne peut rien faire, il faut payer ça à nos créanciers. C'est pour ça que c'est absolument très très compliqué. On l'a vu depuis la dissolution, le fait de faire les dissolutions, de ne pas avoir de budget, etc. On voit que les partis politiques, soi-disant, se battent pour le pouvoir d'achat des Français ou encore essaient de dire cette mesure va coûter 1 ou 2 milliards. Là, c'est 7 milliards directement donnés aux créanciers. Donc c'est ça qui ne va pas du tout. 7 milliards, c'est quand même énormément d'argent. Vous pouvez financer beaucoup de choses dans le secteur de l'éducation et de la santé. Et donc, il faut vraiment avoir cette politique de sérieux budgétaire, pas parce que, voilà, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette, etc. Pas du tout, mais juste pour réduire l'argent que chaque année, l'État français doit donner à ses créanciers pour l'investir autre part. C'est juste ça, la raison. C'est pas trop, 3,5% aujourd'hui, d'avoir un taux à 10 ans sur la dette française à 3,5%. Ce serait toujours mieux d'avoir moins, ça c'est sûr. Et c'est sûr que si on n'avait pas eu cette crise de budget, on n'en serait pas là. Donc c'est vraiment ça, à mon sens, la conséquence très négative de cette crise budgétaire. Mais on voit que, on va vers 2027, peut-être vers plus de stabilité. Voilà, les marchés aussi regardent ça à moyen long terme, mais on sait quand même que la dette française est solide. Vous confirmez, vous avez regardé, j'imagine, les mesures dans le budget 2026, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les ménages dans ce budget. C'est ce qu'il nous a dit le Premier ministre. Est-ce que c'est vrai, il n'y a pas de loup, il n'y a pas de... Bon, après, j'ai regardé ce qu'il y avait de
de visible. En effet, visiblement, il n'y a pas de hausse d'impôt. Après, c'est sûr de l'impôt que, sur le revenu qui est indexé sur l'inflation. Bon, voilà. Mais par contre, c'est sûr qu'à moyen long terme, bon, il devra y avoir, donc tout le monde met la poussière sur le tapis et ne veut pas avoir une vraie discussion budgétaire. À un moment, il faudra l'avoir. Surtout si on continue à 1. Aujourd'hui, on n'a pas assez de croissance pour financer notre modèle. Donc, on a plusieurs éléments où on augmente nos gains de productivité, d'où la politique de réindustrialisation qui est excessivement importante, mais qui prend du temps, où en effet, notre élément qui est très important, augmenter le taux d'emploi, donc notamment des plus jeunes, mais aussi des seniors. Ça, c'est vraiment ce qui serait le plus efficace. Et donc là, ces réformes des retraites hautes, donc vous voyez, c'est sauf pas qu'on facile. est revenu en arrière. Voilà, exactement. Donc, on a des leviers. Et ces leviers, pourquoi ils sont importants? Parce qu'à chaque fois, c'est 50, 60 milliards d'euros qu'on a à chaque fois. Ce n'est pas juste 3-4 milliards comme ça, où on se déchire et qui finance en fait très peu de choses. Il faudrait avoir des débats de fond sur ces réformes. Mais là, on a bien compris que le temps politique n'était pas vers cela. Les plus fortunés s'en sortent bien au final avec ce budget 2026 parce que la contribution différentielle sur le revenu, elle n'augmente pas. Par rapport à ce qui avait été annoncé à un moment, oui. Oui, parce qu'à un moment, c'était... Mais même, donc la CDHR n'est pas augmentée, elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'on descende sous les 3% de déficit public. Elle est là pour longtemps. Mais sinon, même la taxe holding, elle ne verra pas le jour en 2026 parce qu'il n'y a pas de rétroactivité de l'impôt. Il y aura une taxation, effectivement, mais qui est relativement allégée. Ils s'en sortent bien, entre guillemets, sans jugement de valeur, les plus fortunés. Alors moi, j'ai un petit peu du mal avec ces termes-là. Je sais que politiquement, on aime bien le dire, mais ce qui est intéressant, c'est quoi leur fortune? Et aujourd'hui, comme ça ne vous a pas échappé, on est dans une régionalisation de la mondialisation, où on dit d'un côté, on veut avoir en Europe des gérants européens de très grosses entreprises pour pouvoir ne pas devenir chinois et américains. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Parce que quand on dit l'explosion des fortunes, qu'est-ce qui se passe? C'est l'explosion de personnes qui ont des actions, et ces actions, souvent, ont atteint des sommets immenses. Ce n'est pas sur leur compte courant, au lieu d'avoir 100 euros, ils ont eu 100 000 euros. Comme beaucoup de Français l'ont eu, il y a 10 ans, ils ont acheté des fois une maison, un pavillon, et puis 10 ans après, ça vaut 3-4 fois le prix. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont cet argent en cash sur leur compte courant. Donc c'est ça qui est intéressant. Derrière, souvent, il y a de la valorisation d'actions et d'entreprises. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les plus importants patrimoines, les personnes les plus riches, sont 1, en Amérique du Nord, bien sûr aux États-Unis, 2, en Asie, et 3, en Europe. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et donc vous voulez en venir où? Je vais en venir où? De dire que c'est très bien d'avoir ces débats de la fiscalité, c'est absolument indispensable. À mon sens, il faut beaucoup plus l'avoir au niveau européen que français, parce que comme vous l'avez très bien dit avant sur la taxe sur la fortune, vous avez plein de pays qui ne l'ont pas, donc c'est toujours pareil que la fiscalité, ça marche et tout le monde joue le jeu. Quand vous êtes le seul à le faire, bon bah voilà, vous avez les aspects négatifs. Donc ça, il faut vraiment avoir ce débat-là, et on le peut parce que l'Europe, voilà, c'est toujours ça le problème. Mais en tout cas, à mon sens, c'est cela. Et ce qu'il faut, c'est surtout capter les capitaux vers, en effet, ces entreprises que l'on veut créer pour concurrencer la Chine et les États-Unis et avoir la liquidité suffisante. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que la majorité de la liquidité, parce qu'on a des actions et des rendements qui sont plus intéressants, vont plus aux États-Unis qu'en Europe. Alors, bien évidemment, on peut dire... L'épargne française est trop européenne et trop l'épargne française en France, en Europe, et trop aux États-Unis. En même temps, ça rapporte plus. C'est le fameux rapport Draghi. Donc déjà, il faut être très très clair. Les banques, les assureurs financent l'économie française massivement, les entreprises, tout, il n'y a pas de sujet. La question, c'est l'innovation de rupture. C'est ça qui est compliqué parce que ça a un coût de financement plus élevé, puisque c'est l'innovation et puisqu'il y a plus de risques. Et là, en effet, sur ce segment-là, très souvent, beaucoup de nos entreprises trouvent plus de financement aux États-Unis qu'en Europe. Et lorsqu'elles trouvent des financements, 1 ou 2 milliards, qu'est-ce qui se passe? Elles vont aux États-Unis, elles ont le financement et on leur dit quoi dans le contrat? Il faut vous coter où? Aux États-Unis et pas en Europe. Nous, on ne le fait pas. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire sur cela en disant, 1, il faut vraiment financer ce segment-là. Alors ça peut être les fonds, ça peut être différents éléments, mais en tout cas, ça, il faut vraiment le financer. Et 2, quand on le finance, il faut poser des conditions en disant, il faut vraiment que ces structures se développent bien en Europe pour avoir la valeur ajoutée qui va avec. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, ça n'a pas été le cas les 10 dernières années, malheureusement. Sur l'épargne des Français, 18 ou 19% du revenu disponible brut. Est-ce que cette épargne est bien investie, encore une fois, ou est-ce qu'elle est productive, dans le sens productif? Alors, elle est productive, puisque, encore une fois, ça c'est totalement faux de dire que vous avez de l'argent qui est sur votre compte courant, qui finance rien et qui reste là. Non, cette épargne finance... Non, productive, je pense productive, alors... En termes de valeur ajoutée. Oui, et aussi, est-ce qu'elle est rentable aussi pour l'épargnant? Voilà, donc c'est ça le Il y a deux aspects. Elle est productive parce qu'en effet, elle finance la dette française, elle finance les entreprises françaises, etc. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Par le biais du crédit? Par le biais du crédit. Et
elle est bien pour l'épargnant, parce qu'en fonction de votre niveau de risque, vous avez quand même des rendements. L'épargne comme le livret A et autres, bon, ça existe très peu dans d'autres endroits dans le monde. Vous avez quand même une épargne garantie, même si le rendement est faible parce que vous n'avez pas beaucoup d'inflation, ce qui est une bonne nouvelle. Vous avez ce type de placement. Donc oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, face à la transition écologique, vous avez des niveaux de financement d'investissement qui sont colossaux et que les autres font. Il faut toujours regarder par rapport à. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que nous, on continue d'avoir ce profil d'épargne qui est bien, mais à mon sens, on a encore une fois ce problème de segment, d'innovation de rupture, parce que c'est beaucoup plus coûteux en capital, qu'on n'a pas aussi les mêmes règles pas assez de risques sur leur épargne. Ce n'est pas les Français, il n'y a pas de victimes, les Français, les banques, les assureurs, pas du tout. Absolument pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on a un modèle de financement qui est différent et qui finance moins l'innovation de rupture, notamment que les États-Unis. Donc c'est ça la réflexion qu'on doit avoir. C'est-à-dire créer un nouveau véhicule. Alors ça, c'est toujours créer je cherche le côté pratique, la réponse pratique. Alors, il faudrait, en effet... on a l'assurance vie, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Exactement. Mais ce qu'il faudrait, alors, le fléchage, c'est toujours compliqué parce que des fois, on veut flécher, mais on ne trouve pas toujours le nombre de projets en volume. Rappelez-vous qu'on est aussi désindustrialisé, donc ce n'est pas toujours aussi facile de trouver plein de projets. Et puis, l'autre élément qu'il faut, c'est en effet se dire... Qu'est-ce qu'on finance? Et là, c'est vraiment ce dont j'appelle depuis de nombreuses années qu'il faut une vraie politique industrielle en France, mais aussi en Europe. Et ça, comme on ne l'a pas par rapport aux autres pays, en fait, on sous-proude, on fait plein de petits investissements comme ça, et on n'a pas en fait de ligne. Moi, je suis très pour le secteur de la santé, par exemple, en France. On a encore une très forte légitimité, on a encore une très bonne industrie. Bien sûr, on a également l'aéronautique, on a encore plein de pépites. Bien sûr, maintenant la défense. Donc, en effet, il faut aller plus vers ces secteurs-là. Mais c'est facile comme ça à dire. Aujourd'hui, l'épargne finance déjà l'économie. La problématique, c'est vraiment ce financement, l'innovation de rupture, parce que le coût du capital est plus élevé et que très souvent, la manière dont fonctionne le marché européen fait que vous allez moins y aller parce que ça vous coûte plus en capital qu'aux États-Unis, qui a un autre système. Ouais. Et en même temps, on boucle la boucle, avec une flat tax qui maintenant n'est plus à 30, mais qui est passée à 31,4. C'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, quels qu'ils soient, et ça ne pousse pas non plus à aller financer l'innovation de rupture. Exactement. En fait, le problème, c'est que comme vous n'avez pas de cap et de vision à moyen long terme en disant, voilà, on a la France, on a l'Europe, on veut dans 20-30 ans être leader dans le secteur, je sais pas, de l'aéronautique, de la santé. On fait les Chinois d'ailleurs, il y a 20 ans. Depuis 50 ans, c'est ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils sont aussi fantastiques et aussi productifs et aussi parce qu'ils financent massivement leur économie par de la subvention puisqu'ils ont quasiment 2000 milliards de surplus industriel puisqu'on leur achète tous les produits qu'on leur achète, c'est chez eux. Donc eux, ils ont 2000 milliards quasiment en cash chaque année pour subventionner leur économie. Donc ça, c'est quand même très compliqué. Nous, on s'endette. C'est les marchés financiers qui nous donnent de l'argent. Donc ce qu'il faut, c'est en effet se dire, on a une vision sur 20-30 ans pour la France, on va être leader dans tel ou tel secteur, et donc on met en place toute la politique pour y être. Donc les normes, la fiscalité, comme on l'a fait dans certains projets, on voit Notre-Dame de Paris, etc., c'est des projets micro, mais on peut le faire. Et vraiment d'avoir cette volonté, et en France et en Europe. Aujourd'hui, on voit qu'économiquement, on peut, le rapport Draghi a tout dit, mais il n'y a pas la volonté politique. Et c'est parce qu'on n'a pas cette volonté politique... On l'a pris, on l'a regardé, on a dit c'est formidable, puis après on l'a rangé. Exactement. Et il y a quoi, 10% des mesures qui ont été préconisées, qui ont été appliquées. Oui, malheureusement. Donc au moins, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Après, voilà, pas de volonté politique, c'est ça le problème de l'Europe. Allez, merci beaucoup. Entretien avec vous, Anne-Sophie Elsif, la chef économiste de BDO France, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.